Du Panthéon à Buenos Aires. C'est le 14 août 1926 que mon frère aîné a cessé d'être fils unique. Il ne me l'a jamais pardonné. Je suis né dans le 5e arrondissement, pas très loin du Panthéon, et comme c'est pratique. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est assez rare qu'on vous le dise à votre naissance. Je suis parti de France en 1928 en emmenant mes parents et je suis resté en Argentine jusqu'en 1945. Quand je suis arrivé en Argentine, c'était merveilleux. Pour notre arrivée, il y avait des guirlandes, un défilé militaire et un feu d'artifice. Vraiment, ils savent recevoir. J'ai appris bien longtemps après que c'était la fête nationale argentine. Je suis allé à l'école en espagnol et en français. Il était obligatoire de faire son école primaire en espagnol et j'ai fait mon école primaire française en même temps. Puis, je suis passé au lycée français de Buenos Aires. C'est ainsi que, à présent, je puis dire comme ça, facilement, sans hésitation, 2 plus 2 égale quattro. Déjà, en ce temps-là, j'aurais fait n'importe quoi pour faire rire les copains. Et pour les faire rire ceux-là, il fallait vraiment faire n'importe quoi. J'étais un garçon timide, et maintenant, je suis un grand jeune homme timide. J'étais très bon élève, parce qu'on m'avait dit que ça se faisait. Je croyais qu'un premier de la classe avait moins d'ennuis. C'est une erreur. Le premier de la classe a autant d'ennuis que le dernier. J'étais un petit garçon absolument pas sportif. Je ne me battais jamais. On me battait. Pas souvent d'ailleurs parce que je ne restais jamais longtemps là quand ça se gâtait. Oui, bien sûr, je faisais des petits dessins dans les marges de mes cahiers. J'avais un copain, lui, c'est des chiffres qu'il dessinait dans ses marges. Il est devenu éditeur. Ah oui, en classe, j'avais fait un journal que j'étais seul à composer et à illustrer. J'étais d'ailleurs assez seul à le lire aussi. Je me demande encore ce que je suis allé faire aux États-Unis. L'un de mes oncles, qui habitait là-bas, m'avait écrit « Il faut venir aux States ». Et moi, quand on me dit les choses avec une certaine énergie, je marche toujours. Bref, j'y suis allé avec ma mère et, en posant le pied sur le sol des USA, j'ai commencé à me demander ce que je faisais là. Comme les Américains se posaient la même question. Mais très vite, ils m'ont donné une raison d'être. Ils m'ont rappelé dans leur armée. Moi, ça ne me disait pas trop, et puis j'avais envie de retourner en France. Je suis donc allé au consulat français pour demander s'il n'y avait pas une façon de s'en tirer. Ils m'ont dit d'aller voir l'attaché militaire. Celui-ci, qui était extrêmement naphtaliné, m'a dit « Vous engagez dans l'armée française? Mais vous êtes fou! Dans l'armée américaine, vous serez bien mieux. Vous aurez des œufs tous les matins. » Moi qui ne mange jamais rien le matin, ça m'a encore plus dégoûté. Et j'ai dit « Non, non, je veux m'engager dans l'armée française. » On m'a donné un uniforme, un ordre de mission. Vous pensez si ça fait sérieux? Et je me suis embarqué sur l'île de France. Langouste tous les jours. C'était supportable. En France, à mon arrivée, on m'a demandé ce que je savais faire. J'ai dit que je savais 3 langues, que je tapais à la machine, que je dessinais un peu, que j'avais quelques notions commerciales et que j'avais fait un peu de journalisme. Alors ils m'ont versé dans l'infanterie alpine, du côté de Marseille. Arrivé là-bas,
la première chose que mes camarades m'ont demandé, c'était du pain. On ne mangeait guère. J'ai perdu 20 kilos en 3 mois. D'ailleurs, c'est bien simple. Pour vous dire à quel point c'en était, ils m'ont changé d'uniforme. Et quand on fait ça dans l'armée française, c'est vraiment un cas extrême. Il faut vous dire que moi, je faisais demi-tour et l'uniforme ne bougeait pas. Alors ils en avaient marre de voir un gars avec la cravate dans le dos. Et tout le monde me disait « Mais pourquoi t'es venu ici ? Il paraît que dans l'armée américaine, ils ont des œufs tous les matins. » Au bout d'1 an, j'ai été renvoyé dans mes foyers. J'ai emporté comme souvenir le grade de sergent, une fourragère, l'insigne de mon bataillon et une paire de chaussettes en laine, qui n'étaient pas mal du tout. Une fois rentré aux États-Unis, je me suis occupé à être chômeur. Je voulais me lancer dans ces métiers qui me travaillaient. Oui, les métiers où ils travaillaient, tandis que moi, malheureusement. Et je suis entré dans un studio, où j'ai rencontré toute une équipe qui a fondé la revue Mad. Harvey Kurtzman, Willie Elder, Jack Davis et tout. C'est à ce moment-là que j'ai connu J.G. et Maurice. J'ai travaillé pour un éditeur de livres pour enfants, qui a aussitôt fait faillite d'ailleurs. Et c'est là que j'ai décidé de cesser de faire le guignol, d'abandonner les États-Unis et de venir travailler en précurseur oublié. Vous mangez une cerise, et cela vous semble tout naturel. Et pourtant, il a bien fallu qu'un jour, un de nos ancêtres se décide à goûter ce petit fruit rouge que personne avant lui n'avait eu l'idée de croquer. Cela s'est sans doute passé dans la préhistoire. Aucun manuel, aucun expert en effet ne pourra vous dire qui, le premier, a osé manger une cerise. Posez donc la question pour voir à un restaurateur. Il y a des chances pour qu'il donne discrètement l'ordre à son maître d'hôtel de ne plus vous faire servir à boire. Au mieux, il haussera les épaules. C'est cela qui est injuste, l'oubli dans lequel on rejette les précurseurs de la gastronomie. On fait les pionniers du cinéma, de l'aviation ou du téléphone. On n'a que de l'indifférence pour les explorateurs de la nourriture. Or, après tout, vous n'allez qu'une fois par semaine au cinéma. Vous ne prenez l'avion que 2 fois par an, et encore, quand certaines catégories de personnel ne sont pas en grève. Et quant au téléphone, laissez-moi rire. Par contre, vous mangez 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Alors, il faut rendre justice au courage de Glonck, homme des cavernes de son état, formulant dans son petit crâne en pointe la proposition suivante. Sur arbre, petit fruit. Petit fruit rouge, joli, peut-être bon à manger aussi. Moi, essayez. Il a essayé Glonck, et il a eu du mérite, car la veille seulement, son confrère Gazunk avait voulu savoir si la ciguë améliorerait le goût de la salade niçoise. Sans Glonck, sans son esprit d'entreprise, sans sa folle témérité, la tarte aux cerises n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Songez-y, les enfants. Et il en va de même pour tout ce que nous mangeons, pour tout ce que nous buvons. Certaines découvertes, bien sûr, ont été le résultat d'un très simple raisonnement. Voyant les bêtes manger les hommes se sont dit qu'ils pouvaient manger des bêtes. La viande était ainsi inventée et restait dans les mœurs et les menus. Encore que la chose ne se soit pas passée sans mal. Par exemple, quand Glonck et ses copains firent un méchoui avec le gaphosaure qui avait dévoré Gazunk après le coup de la ciguë, ils dégoûtèrent de la viande tous les survivants de la tribu pendant plusieurs dizaines de millénaires. Il est à noter que dans la préhistoire, on comptait par dizaines de millénaires, ce qui tendrait à prouver qu'il s'agissait là d'une époque fastueuse dont nous n'avons pas idée aujourd'hui,
où nombreux sont ceux d'entre nous qui comptent les jours. Soyons honnêtes, certains précurseurs ne sont pas restés anonymes. Il n'est pas besoin de présenter Antoine Parmentier, inventeur du hachis, grâce à qui les ménagères savent quoi faire du restant de pot-au-feu. Avant lui, au Moyen-Âge, on jetait le pot-au-feu de la veille. Il en résultait des famines terribles qui provoquaient le mécontentement quasi général de la population. L'aventure de Rossini, moins connue en France, mérite d'être contée. Cet homme fin, intelligent, sensible, quoique étranger, était horrifié de voir que dans les campagnes italiennes, les desperati abattaient les vaches, prenaient la viande et abandonnaient les tournes d'eau. « Moi, pensait Rossini, il laisse les meilleurs. » Ces étrangers ont tous des accents qui me font rigoler. « Et pendant ces temps-là, en Inde, les bambini, ils n'ont pas de quoi manger. Moi, je vais leur montrer que les tournes d'eau, c'est un plat terrible. » Et, bravant les rigueurs de l'Inquisition, faisant front aux menaces du fascisme naissant, Rossini réussit à imposer le tourne d'eau qui devait immortaliser son nom. Non seulement les Indiens trouvèrent une consolation à leur malheur en sachant que les vaches sacrées étaient rongées jusqu'à l'os chez les infidèles, mais en plus, grâce à la fortune que lui rapporta sa trouvaille, Rossini put s'adonner à son violon d'Ingres, moins apprécié peut-être de la masse, mais non dénué totalement d'intérêt. Revenons à la préhistoire où je me sens franchement plus à l'aise. Les champignons. Ah, les champignons. Il a bien fallu que quelqu'un prenne un drôle de risque pour que l'on puisse établir ces planches en couleurs si utiles de nos dictionnaires. Le premier typanthrope qui a eu l'idée saugrenue de mordre dans un champignon a dû tomber sur un bon. Autrement, je vous fiche mon billet qu'on ne mangerait pas plus de champignons aujourd'hui que de serpillières au beurre blanc. Encouragé par cet essai heureux, le typanthrope s'est dit « Si champignon brun, très bon. Le joli là-bas, tout rouge avec des points blancs, encore meilleur. » Après quoi, la famille du héros malheureux a pensé « Champignon brun, bon. Champignon rouge à points blancs, méfiance. » Et la soirée s'est achevée dans la joie, tous les invités se roulant par terre de rigolade, en voyant un gaphosaure dévorer le cousin mycologue. Beaucoup de précurseurs ont dû combattre l'incompréhension et les préjugés de la société. Citons le cas du zyganthrope, dont tous les concitoyens se moquaient parce qu'il disputait sa nourriture aux cochons. Il a fallu des dizaines de millénaires pour s'apercevoir qu'il s'agissait de truffes. Franchement, quoi de plus horrible à voir qu'un homard? Ça a des pattes velues, des pinces, un regard inexpressif. Si personne ne l'avait fait avant vous, vous auriez eu l'idée de manger ce monstre? Bien sûr que non. Un homme l'a fait cependant. Un homme, perdu dans la nuit des temps, a permis à toute l'humanité de savoir qu'un crustacé est un régal digne de figurer dans un repas de noces. Expérience, encore une fois, non exempte de danger, car à l'époque dont je vous parle, la mention SG, selon grosseur, avait toute sa valeur, la longueur moyenne d'un homard étant de 22 mètres, sans compter les pinces. Le cerveau, par contre, était minuscule. Il y a des dizaines de millénaires, en effet, tous les animaux étaient plus grands qu'aujourd'hui, sauf les chevaux, qui avaient la taille d'un chien, ce qui a retardé considérablement la vulgarisation de l'équitation, considérée
encore maintenant comme un sport assez snob. Imaginez alors la lutte terrible de l'homme chétif contre le crustacé féroce, et la victoire de notre ancêtre, debout sur le cadavre du homard, brandissant sa massue vers le ciel orageux et bramant « Glaouf être vainqueur! Que les femmes préparent un hectolitre de mayonnaise !» Tout cela demandait du courage. Beaucoup de courage, mais rien que du courage. On goûtait. C'était bon. On en prenait note et on allait faire la sieste pour digérer. Ce n'était pas bon, alors, dans le meilleur des cas, on crachait. Dans le pire, il y avait toujours un gaphosaure pas loin pour nettoyer les dégâts. La vie des gaphosaures était très courte, mais ils se reproduisaient très vite, heureusement. Il y eut par contre des trouvailles qui ont demandé de la part de leur inventeur une puissance intellectuelle, frissant le génie et qui me laisse pantois. Cela vous laissera pantois aussi quand vous imaginerez l'homme des cavernes scrutant une grappe de raisin. Comment l'idée a pu venir à cet homme simple, pas sophistiqué du tout, de cueillir cette grappe, d'en presser les grains pour en extraire le jus, de mettre ce jus dans des fûts pour le faire fermenter, d'y ajouter du sucre et des colorants chimiques, de demander à un copain d'Algérie de lui envoyer son propre jus de raisin pour le mélanger au sien, de mettre le tout en bouteille et de créer une confrérie. Si ça ne vous laisse pas pantois, je me demande ce qui vous laisserait pantois, et j'ai peut-être eu tort de vous ennuyer avec toutes ces histoires. Mais j'ai confiance. Je sais que la prochaine fois que vous mangerez une olive, vous aurez une pensée reconnaissante et admirative pour notre ancêtre qui, à l'aube de l'humanité, a eu l'idée d'extraire le noyau de l'olive pour le remplacer par un anchois. Je suis un compris. Contrairement à la plupart de mes semblables, j'ai tendance à trouver très intelligent tout ce que je ne comprends pas. Chaque fois que je vois un film abscon, que j'assiste à une pièce inintelligible, que je lis un texte impénétrable, je suis profondément déprimé. Je suis déprimé parce que ça me donne des complexes. Et ça me donne des complexes parce que moi, j'ai toujours été compris. Je suis une victime du problème de la communicabilité. Je sais qu'on ne me prend pas au sérieux parce qu'il n'y a rien à lire entre mes lignes. C'est avec une amère jalousie que j'observe à la télévision les auteurs hermétiques qui ont tous ce sourire gourmand et un peu ironique des gens que personne ne comprend. Mes préoccupations peuvent paraître futiles, mais tout de même, ça vous paraît un bon début pour une biographie, ça? Depuis son plus jeune âge, il a été compris? Ça fait sérieux, ça? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de m'expliquer plus avant, je suis hélas sûr que vous m'avez compris. Remarquez, tout cela est dû sans doute au fait que depuis de nombreuses années j'écris pour les enfants. Et les enfants sont des lecteurs avec lesquels il ne faut pas rigoler, surtout quand il s'agit de les faire rire. Dès que vous écrivez des choses qui leur échappent un peu, vous recevez des lettres soigneusement calligraphiées du genre « Vous êtes bête, vous êtes laid, on ne vous aime pas, et si vous continuez à mettre des idioties dans le journal, avec les copains, on ira vous attendre à la porte de votre maison, et on va vous remplir la figure de baffe. » Et, soucieux de la qualité de la pâture intellectuelle offerte à leur progéniture, les parents font parfois chorus en envoyant des lettres à votre éditeur, lui demandant de vous mettre immédiatement à la porte sans vous verser d'indemnité car vous ne les méritez pas. Je n'ai d'ailleurs conservé ma situation que grâce à l'extrême énergie avec laquelle j'accepte souvent de rabaisser mes prix.
Pourtant, si je ne suis pas un incompris, ce n'est pas faute d'avoir essayé, vous savez. J'ai tenté d'écrire des choses drôlement hermétiques. Par exemple, il avait hâte d'être ailleurs, dans le noir, dans la chambre, dans la solitude. Les parallélépipèdes. Marie, tu es là? Kistambel était boule au coucher du soleil, mais il est venu demain, fallait s'y attendre. Cependant, le glouglou chromatique du pain frais. Un crème pour le 11, bien blanc. Pourquoi? Je voulais exprimer par là, bien sûr, l'immense mélancolie que l'on éprouve quand on dîne seul dans un restaurant d'une côtelette d'agneau avec des haricots verts. Eh bien, croyez-le ou pas, depuis que ce texte a paru, non seulement le patron du restaurant refuse catégoriquement de me servir des côtelettes d'agneau avec des haricots verts, mais il se fait un devoir de venir faire la causette avec moi chaque fois que je dîne chez lui, ce qui rend ma mélancolie encore plus immense qu'avant. La petite Cosette me rend misérable. Vous avez compris? C'est un jeu de mots littéraire sur la petite Cosette, qui est un personnage de Victor Hugo. Mais là aussi, vous aviez compris, je ne me fais plus d'illusions. En but à cette compréhension générale, j'en suis arrivé au point où, quand, pour me mettre en boîte, on me dit que je ne suis pas hermétique, je fuis. Taisez-vous, je mange. Il est bien connu que l'on ne parle pas beaucoup d'affaires pendant les déjeuners d'affaires. Et quelques jeunes lecteurs, trop affairés pour participer à ces déjeuners, m'ont demandé de leur expliquer comment il était possible de passer 3 heures à un déjeuner d'affaires sans parler d'affaires. Étant à mon affaire quand il s'agit d'instruire les jeunets, voici un emploi du temps basé sur mes souvenirs personnels. 4 hommes d'affaires ont décidé de déjeuner ensemble pour parler affaires. Rendez-vous à 13h au restaurant. 13h05, arrivée des 2 premiers hommes d'affaires, l'un d'eux portant une serviette bourrée de documents. 13h12, arrivée du 3e homme d'affaires. Présentation. Il ne connaît pas un des 2 premiers hommes d'affaires. Il demande qu'on l'excuse pour son retard, dû aux embarras de la circulation. Tous les hommes d'affaires sont d'accord à ce sujet, il devient impossible de rouler en ville. Bientôt, on ne pourra plus se servir de sa voiture. « 13h16, le 4e homme d'affaires n'arrivant pas, on propose de prendre l'apéritif en attendant. Un des hommes d'affaires déclare ne plus boire d'alcool. Cédant à la pression des 2 autres, il accepte de prendre un whisky, mais un baby seulement. Discussion sur le whisky, alcool sain, comparé aux alcools blancs, dangereux pour l'organisme. On s'inquiète de l'absence du 4e homme d'affaires. Il fallait s'y attendre, il ne sait pas s'organiser et on se demande si sa boîte est vraiment solide. Tous émettent des doutes. « 13h29. Le 4e homme d'affaires arrive, cordialement salué par les 3 autres. Il explique son retard par les embarras de la circulation et se plaint de tourner depuis une demi-heure dans le quartier sans trouver à se garer. Il accepte exceptionnellement de prendre un baby et tout le monde est d'accord pour commander une 2e tournée et déplorer les ennuis de la circulation. Les 4 hommes d'affaires proposent des solutions radicales à ce grave problème et décident de passer la commande au maître d'hôtel avant de discuter affaires. Ils sont tous décidés à manger léger, l'un d'entre eux ayant des ennuis de cholestérol. Discussion sur le cholestérol. Est-il nuisible? Bah, les médecins eux-mêmes n'en savent rien. De toute façon, on mangera peu. Il faut encore travailler cet après-midi. Tous les hommes d'affaires avouant avoir perdu la matinée avec des raseurs qui vous pompent votre temps. Le maître d'hôtel signale que le gibier est bien. On accepte de faire des exceptions, mais seulement si on ne force pas trop sur la sauce.
14h02. Le repas commence. Étude de sujets variés. La voiture, les spectacles, les vacances, trop de monde sur la Côte d'Azur, Portugal, pays sympathique, l'Espagne a fait des progrès en cuisine. L'arrivée du plat principal fait passer en revue les différents restaurants que les hommes d'affaires ont fréquentés pendant leur carrière. On demande au maître d'hôtel de rapporter la sauce, qui est décidément succulente. 14h45. Le premier homme d'affaires est appelé au téléphone. Les trois autres se demandent si sa boîte est vraiment solide, tous émettent des doutes. 14h53. Le premier homme d'affaires revient. Il se plaint que tout va de travers quand il n'est pas à son bureau. En réalité, il a quitté son bureau en emportant la clé du coffre, empêchant l'expert comptable de faire son travail. Tous reconnaissent être mal secondés et on commande le dessert et le café. 15h15, on accepte exceptionnellement de gros cigares, pas les plus gros, et on commande des alcools blancs, la poire du patron valant le déplacement. Histoire drôle, de plus en plus salée, très bonne ambiance. 16h03, un homme d'affaires propose que l'on en vienne maintenant à parler de l'affaire qui a motivé le déjeuner. Les visages deviennent sérieux. Vu l'heure qui tourne, on tombe tout de suite d'accord pour se tenir informés et se téléphoner pour déjeuner ensemble. 16h05, fin du déjeuner. Les hommes d'affaires s'empêtrent dans leur par-dessus, ils renversent une chaise et partent, en oubliant sous la table la serviette bourrée de documents. Rumeurs. Les rumeurs naissent dans toute communauté mal ou insuffisamment informée. Elles obéissent à certaines règles qu'il est intéressant d'étudier. Petites bêtes fragiles, elles ont besoin d'un habitat favorable pour se développer convenablement. Les rumeurs naissent de préférence dans les couloirs, mais elles affectionnent aussi les bistrots, les toilettes et autres lieux propices aux réunions impromptues. La rumeur naît d'un petit fait insignifiant. Elle avance doucement, prend de la vitesse, se développe, se nourrit en avançant de plus en plus rapidement pour retourner enfin à son point de départ, métamorphosée, méconnaissable, terrifiante. Voici un trajet type. Monsieur X, excellent collaborateur d'une société anonyme, s'aperçoit un jour que son stylo à billes est à sec. Il en demande un nouveau à la personne chargée de distribuer les fournitures de bureau. Celle-ci lui donne l'objet en lui disant « C'est pas possible, vous les bouffez !» Un peu vexé, Monsieur X, son stylo tout neuf à la main, croise un collègue dans un couloir. Une force incoercible lui fait déclarer alors « Il paraît qu'on va nous rationner les stylos à billes. » Ça y est, c'est parti. La rumeur est née. Et il ne reste qu'à la suivre dans d'autres couloirs, dans les bistrots, dans les toilettes. Ah, dis donc, chacun de nous devra rendre compte des stylos à billes utilisés dans le mois. Ceux qui auront utilisé trop de stylos à billes seront pénalisés. Le prix sera déduit de leur salaire. Il paraît que nous sommes tous diminués. Les frais généraux de la maison sont trop élevés. Le bilan est catastrophique. Les frais généraux ont mangé tout le bénéfice. La société est au bord de la faillite. La société a fait faillite. La société va être rachetée par des étrangers, mais il paraît qu'ils vont amener leur propre personnel. Et c'est ainsi que Monsieur X, repassant dans un couloir, apprendra, terrifié, qu'il sera prochainement viré et que toute la direction générale de la société qu'il emploie se prépare à prendre la fuite au-delà des frontières. C'est pour cela qu'un jour, rencontrant M. Dargaud dans un couloir, je lui ai fait part de certaines rumeurs concernant les rumeurs qui circulaient dans notre maison et qu'il a décidé de créer ce bulletin d'information.